Donc Fallen Universe, la première chose pour savoir jouer, c'est se constituer un deck. Votre deck, il doit être composé d'un nombre de cartes entre 40 et 60, avec, si vous voulez, une légendaire, mais uniquement une, et aussi vous pouvez mettre à part une arche. Vous avez plusieurs façons de jouer à Fallen Universe. Vous pouvez jouer à 2 joueurs seulement en duel, ou alors en équipe, entre 3, 4, voire 8 joueurs si vous êtes complètement fou. Une partie peut durer très longtemps comme elle peut être très rapide, tout dépend de votre façon de jouer et des réponses aux actions de votre adversaire. Dans cette vidéo, je vais couvrir toutes les règles de base que vous devez apprendre pour savoir faire une partie. Nous verrons les exceptions et les cas particuliers plus tard. Donc vous pouvez créer vous-même vos propres decks, ou alors acheter l'un de nos decks de structure pour jouer directement en toute simplicité. Quand vous créez votre deck, il y a quand même d'autres règles à respecter, comme par exemple la banlist, et la règle qui dit que vous ne pouvez pas jouer plus de 3 copies d'une même carte. Bon, c'est sympa de créer son deck, mais il faut qu'il ait un objectif. Pour gagner dans Fallen Universe, vous devez avoir 10 points de plus que tous vos adversaires. Pour gagner des points, vous devez créer des stratégies grâce aux effets de vos cartes. Votre deck doit donc être formé autour d'une combinaison de cartes qui vous permettra de gagner assez de points pour gagner. Pour commencer la partie, tous les joueurs sortent leur arche de leur deck. Ils le mélangent ensuite pour former leur pioche. Ils piochent 5 cartes. On définit alors qui commence et l'ordre de passage grâce au hasard. Tous les joueurs commencent donc avec 0 points et d'ailleurs ne peuvent pas avoir des points négatifs au cours de la partie. Fallen Universe est un jeu au tour par tour. Chaque tour est divisé en plusieurs phases. Premièrement, la phase de pioche. Quand un joueur commence son tour, il regarde donc combien de cartes il a en main. S'il en a moins de 5, il en pioche pour en avoir 5. S'il en a plus, il stocke des cartes de sa main dans sa réserve, une zone à côté de la pioche, face cachée, que seul lui peut regarder. Si par contre il en a exactement 5 dans sa main, il peut déclarer un mulligan. Le mulligan consiste en mélanger sa main dans la pioche et ensuite piocher 5 cartes. En échange, on donne 1 point à tous ses adversaires. Suite à la phase de pioche, arrive la phase principale. Durant la phase principale, vous pourrez donc jouer toutes les cartes de votre main, activer les effets de vos cartes en jeu. Une fois que vous jugez avoir fait assez de choses durant votre phase principale, vous pouvez la terminer. Quand vous terminez votre phase principale, vous pouvez soit passer en phase de combat, soit directement terminer votre tour. Durant votre phase de combat, vous pouvez attaquer avec vos créatures sur le terrain. Une créature peut attaquer les créatures du terrain d'un adversaire, ou s'il n'en a pas, il peut attaquer directement l'adversaire. Quand une créature attaque directement votre adversaire, il lui fait perdre 1 point. Votre phase de combat est donc une phase dédiée aux actions de vos créatures sur votre terrain. Vous ne pouvez pas jouer d'autres cartes durant votre phase de combat. Une fois que toutes vos créatures ont attaqué, ou que vous jugez qu'il n'est pas important d'attaquer encore, vous pouvez terminer votre phase de combat. Vous pouvez passer soit en phase principale secondaire, ou alors directement terminer votre tour. La phase principale secondaire est tout comme la phase principale primaire, décrite précédemment. À l'exception que vous ne pouvez pas passer ensuite en phase de combat, vous devez obligatoirement terminer votre tour. Votre plateau de jeu est donc constitué de plusieurs zones différentes. Elles ont chacune des utilités différentes en fonction des cartes qui y sont. Le terrain est la zone sur laquelle vous posez vos créatures, équipements et bâtiments. C'est la zone où se passent donc toutes les actions. Mais entre votre main et le terrain se trouve la zone d'effet, qui est découpée en 2 parties. La zone continue, qui est une pile dans laquelle vous placez les cartes continues. Il y a à côté la zone boost piège, la zone dans laquelle vous jouez vos boosts et vos pièges avant qu'ils partent à la défausse. Et donc la défausse, qui est la zone dans laquelle toutes les cartes utilisées ou détruites partent. À côté de votre terrain se trouve votre pioche, votre réserve et votre défausse. La zone pioche qui est donc votre deck mélangé, et la réserve qui est vide au début de la partie car vous n'y avez rien stocké. Quand vous avez moins de 5 cartes en main, vous pouvez récupérer des cartes de votre réserve au lieu de piocher. Donc par exemple, si vous avez 3 cartes en main au début de votre tour, vous pouvez récupérer une carte de votre réserve dans votre main et piocher une carte, ou alors récupérer 2 cartes de votre réserve, ou alors ignorer votre réserve et juste piocher 2 cartes. Bien en évidence se trouve votre zone arche,
où vous pouvez montrer à vos adversaires l'arche que vous utilisez. J'ai donc évoqué précédemment plusieurs types de cartes différents, je vais donc toutes vous les décrire une par une. Il faut bien comprendre les différences entre toutes vos cartes pour pouvoir mener à bien votre stratégie. Pour bien les comprendre, on peut lire les informations écrites dessus. Les cartes possèdent donc toujours un nom. Ce nom est unique et permet aux joueurs de la reconnaître. Il permet aussi, dans certains effets, de sélectionner certaines cartes ou certains groupes de cartes avec des noms similaires. On appelle ça des archétypes. Une autre information que l'on peut voir sur toutes les cartes, grâce au texte ici, mais surtout grâce à sa couleur, c'est son type et son sous-type. Le type définit de quelle manière et quand la carte peut être jouée. Les cartes ont aussi souvent une origine, par exemple animal marin ou humain, voire machine. L'origine d'une carte permet d'ajouter une précision à la carte et à la définir dans un groupe plus large. Les cartes ont aussi, pour la plupart du temps, un ou plusieurs effets. Les effets d'une carte définissent donc son utilité dans une stratégie. Les cartes comme les créatures et les bâtiments ont des points d'attaque et de défense. L'attaque représente la puissance de ses attaques et la défense les dégâts qu'elle peut encaisser. Les plus puissantes créatures nécessitent parfois des sacrifices. Le marqueur sacrifice représente le nombre de créatures ou de bâtiments de la même origine que la carte qu'il faut sacrifier avant de la jouer. Comme dit avant, il existe plusieurs types de cartes. Les types de cartes sont les suivants: les arches, les bâtiments, les créatures et les effets. Les créatures et les effets sont eux divisés en plusieurs sous-types. On a d'abord les créatures normales, qui n'ont pas d'effet mais ont des points d'attaque et de défense pour pouvoir attaquer mais aussi se défendre. Ensuite on a les créatures à compétences, qui par contre ont un effet. Les créatures à sacrifice sont comme des créatures normales, elles n'ont pas d'effet, mais ont besoin de sacrifices de créatures de même origine avant d'être jouées. Et votre créature légendaire est une combinaison de tous les sous-types de créatures. Elles nécessitent des sacrifices, ont un effet et peuvent attaquer et défendre. Les bâtiments, comme les créatures à compétences, ont un effet, mais par contre n'ont pas d'attaque. Elles n'ont que des points de défense. Dans les cartes effets, on retrouve aussi du coup plusieurs sous-types. Premièrement, les équipements, qui sont placés sur le terrain, contrairement aux autres. Les équipements sont donc associés à des créatures ou des bâtiments pour leur apporter des capacités supplémentaires. Ensuite, les boosts. Ce sont des cartes placées dans la zone boost piège durant votre phase principale ou secondaire. Ou aussi durant les temps de réponse, durant votre phase de combat. Les pièges ensuite, contrairement aux boosts, ne peuvent pas être joués librement durant votre tour. Ils doivent être joués forcément durant un temps de réponse. Nous verrons ça plus tard. Les boosts et les pièges, après utilisation, doivent être envoyés dans la défausse. Et pour finir, les continus, eux, sont empilés dans la zone continue. En effet, seul le continu du haut de la pile peut activer ses effets. Les arches sont quant à elles placées dès le début de la partie dans la zone arche et agissent comme des continus. Et bien évidemment, il n'y a qu'une seule arche dans votre deck. Maintenant que vous connaissez tous les types de cartes, il est temps d'apprendre comment fonctionnent les effets. Une carte peut avoir plusieurs effets. Chaque effet est précédé par un symbole. Ce symbole indique quand et comment un effet s'exécute. Ce symbole représente une condition. Cet effet doit impérativement être exécuté avant que la carte ne soit jouée. Vous déclarez la carte dans votre main, énoncez et exécutez une par une et dans l'ordre ces conditions. Si une condition ne peut pas être activée, alors la carte ne peut pas être jouée. Ce symbole représente un effet permanent. Cet effet est actif en permanence tant que la carte est soit sur le terrain, dans la zone d'effet ou dans la zone arche. Certaines cartes peuvent avoir plusieurs effets permanents qui sont actifs du coup tous en même temps. Cet effet représente une capacité par défaut. Cet effet peut être activé à tout moment durant votre tour ou durant un temps de réponse, tant que la carte est sur le terrain, dans votre zone d'effet ou dans la zone arche. Si une carte a plusieurs capacités par défaut, vous ne pouvez en activer qu'une et du coup attendre votre prochain tour pour en activer une autre ou la réactiver. Ce symbole représente une capacité pivot. Les capacités pivot sont associées à une mécanique des règles nommée le pivot. Quand une carte est pivotée, elle ne peut ni attaquer ni activer ses effets. Par contre, une capacité pivot est un effet qui s'active au moment où la carte est pivotée. Une capacité pivot peut donc être activée plusieurs fois durant un tour, tant que la carte se fait pivoter et dépivoter. Ce symbole représente une capacité de main. Une capacité de main peut être activée directement depuis votre main, comme une capacité par défaut. Elle peut donc être utilisée en réponse à une action de votre adversaire. Ce symbole représente une capacité de défausse. Cette capacité ne peut être activée que depuis la défausse. Donc si la carte est dans votre défausse, vous pouvez activer l'effet
puis vous devez attendre votre prochain tour pour le réactiver. Pour résumer, il existe donc 3 catégories d'effets. Ceux qui peuvent s'activer, le permanent et la condition qui s'active mais personne ne peut répondre à la condition. J'ai donc mentionné précédemment que les créatures ont des points d'attaque et de défense. Je vous montre tout de suite différents cas de combat que vous pouvez rencontrer durant une partie. Maintenant, je vais jouer soldat crevette et sniper crevette. Ok, je laisse. Ok, t'as rien à répondre. Mon sniper, je vais le sacrifier pour jouer le serpent des profondeurs. Ok. Lui équiper un fusil d'assaut pour lui rajouter 150 de défense. D'accord. Je vais passer en attaque. Ouais, je peux... La première chose que je vais faire, tu vas trouver ça étrange, mais je vais attaquer avec mon soldat crevette sur ton lombric. Vu qu'il a que 200 d'attaque et ton lombric a 400 de défense, il meurt. Je fais ça, comme ça, je pourrais utiliser sa capacité de défausse. Et ensuite, ton lombric, je vais le détruire avec mon serpent. Ok. Parce que en effet, t'as 500 d'attaque et moi j'ai 400 de défense. Les combats se déroulent entre les joueurs sur leur terrain. Pour rappel, déclarez à la fin de votre phase principale primaire que vous passez à la phase de combat. Et vous ne pouvez pas jouer d'autres cartes de votre main durant la phase de combat, hormis les pièges et boosts en temps de réponse. On verra les temps de réponse juste après. Alors, les fameux temps de réponse. Ces temps de réponse, ce sont des moments juste après chaque action de chaque joueur où votre adversaire pourra répondre. En gros, à chaque fois que vous faites une action, laissez quelques secondes à votre adversaire s'il a envie de répondre quelque chose, comme par exemple un piège ou un effet de main. Dès que votre adversaire fait une action, il est obligé de vous laisser un temps de réponse. Si vous activez quelque chose durant un temps de réponse qui vous est donné, vous devez aussi donner un temps de réponse à votre adversaire, ce qui mène à des chaînes de temps de réponse. Une fois que plus personne n'a besoin d'activer d'effet, la chaîne de temps de réponse s'arrête et on exécute les effets dans l'ordre inverse d'activation de chacun des effets. Voici pour illustrer quelques exemples de temps de réponse possibles durant une partie. Je vais jouer clame invasive. Tu l'auras deviné, je vais utiliser mon arche crustacée pour pivoter clame invasive. Je vais activer Mars et détruire tout ton terrain. Je vais répondre à ça, une tempête électrique. Anyway, explosion vulcane. J'ai cible ratée. Et là j'ai le seum. Bon du coup, résolution. D'abord la cible ratée qui m'annule du coup ça. La cible ratée aussi part. Voilà. Et une Ensuite, tempête la tempête électrique électrique. qui détruit ça. Ah putain. Et donc du coup, je peux pivoter mon clame invasive parce que c'est pour ça que tu m'avais commencé ta chaîne de temps de réponse diabolique qui n'a pas marché. Il existe des mots pour raccourcir certains effets. On les appelle les habilités. La plupart concernent logiquement des créatures et des bâtiments. En voici la liste. Vous devrez les apprendre par cœur si vous voulez jouer de façon compétitive. Furtivité. Quand cet effet est activé, si la créature n'a pas ciblé en attaque ce tour-ci, vos adversaires ne peuvent pas l'attaquer jusqu'à votre prochain tour. L'habilité Domination est l'une des plus importantes du jeu. Elle vous permet de gagner des points grâce aux attaques de vos créatures. Par défaut, quand une créature attaque directement votre adversaire, il perd un point. Si par contre il a la domination d'actif, au lieu de faire perdre un point à votre adversaire, vous gagnez un nombre de points égal au niveau de domination de la carte. Vol. Cet effet permet à une de vos créatures d'attaquer directement votre adversaire, même s'il a des cartes sur son terrain. Littéralement, votre créature peut passer au-dessus de la défense adverse. Vision. C'est l'habilité qui permet de contrer la furtivité. En gros, une créature qui a vision peut attaquer une autre créature qui a furtivité. L'habilité Sacrifier, suivie d'un chiffre, est un raccourci d'effet pour dire qu'il faut sacrifier un nombre de créatures ou de bâtiments de la même origine que la carte, égal au nombre. L'habilité Poison permet à la créature qui la possède d'attaquer une créature ou un bâtiment adverse, même si les points d'attaque de l'attaquant sont inférieurs aux points de défense de la carte attaquée. Ensuite, vous soustrayez les points d'attaque de votre créature aux points de défense de la cible de façon permanente. La créature avec poison qui attaque une cible plus forte qu'elle n'est évidemment pas détruite. Il reste encore quelques détails importants à savoir
pour être sûr que vous ne fassiez pas d'erreur durant une partie. D'abord, il faut savoir la différence entre déplacer et jouer. Un effet peut vous demander de jouer ou de déplacer une carte d'une zone vers une autre. Quand vous jouez une carte, vous activez ses conditions et faites ses sacrifices. Quand vous déplacez une carte, vous la déplacez seulement. Il n'y a pas besoin d'activer les conditions. Vous pouvez déplacer une carte de n'importe quelle zone vers une autre. Tout dépend de l'effet qu'il l'exécute. Déplacer est donc bien plus fort que jouer. Défausser signifie déplacer une carte de sa main vers la défausse. C'est donc un effet similaire au sacrifice, mais là depuis la main, plutôt que le terrain. Certains effets peuvent faire apparaître des jetons ou des compteurs. Un compteur est une donnée associée à une carte que vous contrôlez. Par exemple, les compteurs température dans les decks Vulcan et Plasma. Un effet peut ensuite vous demander de retirer des compteurs d'une carte ou d'en ajouter. Les jetons, quant à eux, sont des cartes virtuelles, ne faisant pas partie de votre deck. Si ce n'est pas précisé, un jeton apparaît sur le terrain en tant que créature de sous-type jeton. L'effet ensuite cite les statistiques de la carte, son origine, son attaque, sa défense, et même parfois ses effets. Quand un jeton est déplacé, il est totalement supprimé de la partie. Ça y est, vous connaissez la majeure partie des règles pour jouer à Fallen Universe.